Je ne me vois pas. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, j'ai décidé aujourd'hui de faire une séance de mon programme Opportunities Forum en français uniquement, exclusivement, sauf si l'occasion va nous obliger peut-être, en chemin faisant, d'utiliser l'anglais. Mais pour aujourd'hui, je l'ai pensé important de le faire tout simplement en français pour les besoins de mes frères et sœurs qui parlent français. Et il y en a beaucoup, ils sont beaucoup nombreux en Afrique, dans tous les pays francophones. S'il vous plaît, soyez les bienvenus. Je vois mon frère Julien, je vois il y a plusieurs personnes et j'ai le plaisir de vous présenter Kajik Gevogan qui est ici à live avec nous, qui participe, et il est l'une des personnes qui ont une organisation très importante en matière de bourse et que moi je partage souvent. Et je vous prie de bien vouloir, Monsieur Kajik, écrivez le nom de l'organisation, comme ça je vais le partager pendant la vidéo d'aujourd'hui, avec d'autres possibilités et des opportunités. Mais avant de continuer, pour ceux qui sont déjà présents avec moi, s'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer si vous m'écoutez bien, la voix, ça sort clair? Si ma voix, ça sort clair, là, on peut continuer. S'il vous plaît, vous pouvez indiquer avec un yes ou avec un oui, ou juste en soulevant la main pour que je puisse savoir si la voix porte clairement. Et parce que je pense que en ce qui concerne la vidéo même, visuel, l'aspect visuel, je vois la caméra et je pense, ok, Alex, William, il confirme qu'il m'entend bien, oui. Qui d'autre m'entend bien? Qui d'autre me suit bien la voix? Je pense que j'ai eu la confirmation d'Alex, William, Ngue, Male. Qui d'autre peut confirmer? Je pense 2-3 confirmations peuvent nous mettre sur la marche. Et si la voix n'est pas très claire, si la voix est basse, vous pouvez me dire de l'augmenter. Hi, Immaculate, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ma voix est claire? Je vois la confirmation, je pense, une deuxième. Si la voix est claire, s'il vous plaît, nous allons continuer. Il y a Caro, soyez la bienvenue. J'espère que la voix porte bien. Et dans ce cas, nous allons commencer dans quelques instants. Bon, au programme, comme vous avez constaté sur le titre de la séance d'aujourd'hui, je vais reprendre un programme, une séance que j'ai déjà fait la semaine dernière, qui porte sur comment profiter de ses vacances, surtout avec les ressources qui sont gratuites en ligne. Et en deuxième lieu, comment apprendre les études en ligne surtout, et avec un accent particulier sur les MOOC et l'université du peuple. C'est une traduction, mais en vérité, c'est the University of the People, et c'est une université virtuelle, c'est-à-dire une université qui se trouve en ligne, donc c'est-à-dire qui donne ses cours en ligne, et c'est une université américaine et bien accréditée, et qui est là avec l'objectif d'aider ceux qui n'ont pas de moyens financiers et matériels pour pouvoir accéder à des cours universitaires. Donc, mais je pense que avant d'y arriver, je vais passer d'abord par parler, parce que dans la vidéo, ok, merci beaucoup ma collègue, de me rassurer que la voix porte bien. Bon, dans la vidéo de la fois dernière, et c'est vrai que je ne peux pas reprendre les choses exactement là, on est clair, mais il y avait une petite partie que j'avais fait en Pidgin English, mais je pense que cette partie aujourd'hui sera remplacée par une brève présentation sur les bourses
en général avant que je n'entre dans le sujet même de comment profiter de ces vacances, parce que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos live, je n'ai jamais fait une séance exclusivement en français comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Et je pense donc qu'il est important pour moi de présenter brièvement le programme des bourses universitaires comme ça, parce que je pense que ceux qui me contactent souvent inbox, surtout qui sont francophones, me donnent la raison de croire qu'il est important de le faire. Ça peut aider quelqu'un, et si même ça n'aide pas directement, ça va aider une autre personne à travers celui ou celle qui m'a suivi directement. Donc, lorsqu'on parle des bourses d'études universitaires, il s'agit de quoi? Disons une bourse, scholarships in English. Une bourse, c'est une aide financière, matérielle, qui permet à quelqu'un qui autrement ne pouvait pas de faire ses études. Souvent, mais pas toujours, dans un autre pays à l'étranger, pour le plus souvent. Et les bourses, pour commencer, il faut savoir, il y a deux ordres de bourses. Globalement, il y a des bourses complètes et il y a des bourses partielles. En ce qui concerne une bourse partielle peut couvrir peut-être les dépenses en termes de frais de scolarisation et peut-être aussi un peu de l'argent pour acheter, disons, son matériel, ses manuels scolaires et d'autres choses. Et peut-être la personne qui bénéficie de la bourse sera maintenant obligée de compléter le reste, d'acheter son billet d'avion, de payer pour son visa, de payer son loyer, là où il va étudier, de se nourrir, etc. etc. Ça, c'est un peu ce qui concerne les bourses partielles. Mais le plus souvent, je pense qu'il est conseillé pour ceux entre nous qui savons très bien que nos situations ne permettent pas de pouvoir compléter les autres choses, de chercher des bourses complètes. Et lorsqu'une bourse est complète, généralement, cela veut dire que la bourse prend en charge tout, et les frais de scolarisation et les frais de manuel, ou une petite somme d'argent, peut-être mensuelle ou trimestrielle, qui peut permettre à l'étudiant de se nourrir, de se loger, etc. Et dans certains cas, peut-être la bourse peut choisir de donner peut-être un logement dans un campus, disons disons dans une résidence universitaire à l'étudiant, mais pour certains cas, l'étudiant peut être libre de choisir là où il ou elle va louer, mais avec l'aide de la bourse. Et cela, c'est pour permettre à la personne de se concentrer sur rien que ses études. Et maintenant, j'ai parlé de deux types de bourses en matière de partielle ou complète. Il faut aussi souligner que surtout aux États-Unis, il y a encore deux types de bourses. Mais une chose est claire, la bourse n'est pas de la charité. La bourse n'est pas de la charité. La bourse, ce n'est pas, on ne donne pas la bourse parce qu'on a pitié. Même s'il y a l'aspect d'avoir pitié quand on donne une bourse, il y a plusieurs critères qui entrent en compte, mais toujours la première des conditions, c'est la capacité intellectuelle. C'est-à-dire, ceux qui donnent des bourses, que ce soit des institutions universitaires ou des organisations, qui que ce soit, ou des individuels, ils donnent d'abord la bourse parce qu'ils ont vu quelqu'un qui brille dans ses études, mais a peut-être des empêchements, a peut-être des obstacles. C'est-à-dire, même si c'est la pitié vient s'ajouter sur le fait que la personne en question, le candidat, est capable de mener à bien ses études avec des résultats bien brillants. Avec les résultats bien brillants ne veut pas dire forcément qu'on doit sortir peut-être le major de sa promotion, mais il faut quand même être peut-être parmi le top 10% de la classe, peut-être top 5% de la classe. Je dis ça pourquoi? Parce que souvent, j'ai eu des cas où les gens me demandent des informations sur les bourses et malheureusement, je donne l'avis parce que je dois toujours être très honnête avec l'avis que je donne aux gens, et les conseils et les opinions.
la première chose, je demande souvent, toujours, vous avez fait quelles études et quelles ont été vos performances académiques, parce que c'est à base de cela qu'on peut continuer. Et lorsque les performances ne sont pas au niveau où je pense que la plupart de bourses exigent, c'est toujours mieux que je le dise, que bon, vous aurez moins de chances. C'est ça. Ça, c'est ça. Pourquoi? Parce que je raconte ces petites histoires pour venir maintenant dire que aux États-Unis, surtout, il existe encore deux types de bourses. Il y a ce qu'on appelle merit-based scholarships et ce qu'on appelle need-based scholarships. C'est-à-dire des bourses de besoin ou les bourses basées sur le besoin et les bourses basées sur le mérite. Mais comme je venais de le dire tantôt, tout à l'heure, la chose la plus importante, c'est d'abord le mérite. Le mérite, c'est le mérite académique. C'est-à-dire, dans certaines universités aux États-Unis, lorsque vous candidatez pour les études, après avoir passé votre test TOEFL, Test of English as a Foreign Language, et votre test SAT, Scholastic Assessment Test, en ce qui concerne ceux qui veulent les études au niveau de la licence, ou peut-être TOEFL et GRE, Graduate Records Exam, ou GMAT, pour ceux qui vont faire les études scientifiques au niveau de master et doctorat. Le comité qui est chargé d'étudier les candidatures, les dossiers des candidats, lorsqu'il trouve que l'étudiant est brillant, intelligent, selon son relevé de notes, selon même ses tests, ses résultats du test de TOEFL et du test d'ISAT ou GRE, ils peuvent donc donner d'abord une bourse du mérite, parce que la personne mérite. Et si, dans ce cas, la bourse du mérite ne suffit pas, n'est pas complète pour pouvoir prendre tout en charge, peut-être maintenant parce qu'il y a souvent des fiches que les États-Unis appellent FAFSA Forms, des fiches qui permettent aux candidats de parler de sa situation familiale et il faut toujours les remplir avec très d'honnêteté, il faut être honnête pour qu'ils voient si on est d'une famille pauvre, on est d'une famille où peut-être disons, l'argent que la famille gagne par an n'atteint pas une certaine somme, c'est-à-dire ou bien on vit quotidiennement au-dessous de la moyenne, ils vont comprendre que bon, cette personne a besoin d'aide. Et là, ils peuvent aussi donner une bourse là qui s'appelle bourse de besoin. C'est ma traduction, mais je vous dire en sa langue originale, il s'agit de need-based scholarship. Avant même de parler des autres bourses, parce qu'au niveau du doctorat surtout, et parfois le master, il y a des bourses où une partie est une bourse parce que la bourse est gratuite, n'est pas remboursable, sauf si peut-être on abandonne ses études pour des raisons qui ne sont pas logiques. Sinon, la bourse n'est pas remboursable. Mais il y a parfois aussi une partie de la bourse qui appelle à travailler un peu, c'est-à-dire teaching, on les appelle teaching assistantship, où par exemple le candidat, on donne une grande somme pour permettre à l'étudiant d'étudier, mais dans cette somme, il y a une partie complètement gratuite, mais il y a une partie qui doit être récompensé par le candidat à travers des heures du cours donné à l'université ou bien peut-être un peu du travail dans la bibliothèque ou selon les besoins du département ou du directeur du thèse, etc. Cela dit donc, je vous conseille en ce que je connais, en ce qui me concerne, je sais que souvent les bourses sont très rares au niveau de la licence. Il y a très peu de bourses au niveau de la licence. Mais plus on progresse dans le parcours académique, plus il y a des bourses. C'est-à-dire, au niveau de master, il y en a assez de bourses, il y en a plusieurs bourses. Et au niveau du doctorat, il y a plein de bourses. Et c'est pour ça que mon conseil est presque toujours, qu'il faut d'abord étudier dans son pays d'origine, dans son pays natal, avoir une licence avec une bonne performance et après on peut commencer à chercher la bourse à partir du niveau du master. Et peut-être même en cherchant, comme on n'est pas toujours très sûr, on peut aussi continuer à faire ses études au niveau du master si on a l'ambition de faire un doctorat. Comme ça, après le master, on va peut-être maintenant avoir plus de chances pour obtenir la bourse doctorale. Mais sinon,
on peut insister jusqu'à on obtient au niveau du master. Et généralement, et bon, vous êtes libre de m'arrêter, hein, de poser des questions. S'il y a un doute, si vous ne comprenez pas quelque chose très clairement, vous êtes libre de me demander à expliquer une fois de plus. Bon, et généralement, chaque bourse a ses critères. Il y a toujours plusieurs autres critères en dehors de la performance académique et peut-être le besoin. Mais je dis le besoin, le côté du besoin est souvent très très rare. Parce qu'en général, les bourses se concentrent sur la capacité intellectuelle des candidats. Cela dit donc, il y a d'autres critères, par exemple, il y a des bourses où, si c'est une bourse d'un pays, ou comme par exemple le Fulbright Scholarship, la bourse Fulbright aux États-Unis, ou the Turkish Government Scholarship, ou la bourse de Suisse pour les étudiants internationaux, ou la bourse du Japon. Et chaque bourse a aussi d'autres critères, par exemple, peut-être l'âge. Il y a des bourses qui disent, bon, au niveau du master, le candidat doit avoir au maximum tel âge. Ou il y a même une liste de pays dressés. Où la bourse dit, bon, par exemple, il y a des bourses qui disent, ils sont destinés, ils sont en direction, ou bien, ils sont, oui, destinés pour les pays en voie de développement, entre guillemets, on va le dire, mais que souvent, il y a une liste et selon peut-être les relations diplomatiques entre le pays en question et d'autres pays en voie de développement, vous allez vous constater que peut-être le nom de votre pays ne figure pas. Si le nom de votre pays ne figure pas, une fois, il faut oublier. Si par exemple l'aspect de l'âge, il y a l'aspect d'âge et on voit qu'on a déjà dépassé l'âge ou on n'a pas encore atteint l'âge, on oublie. Parce que ça ne vaut pas la peine. C'est pour cela que lorsqu'on voit un lien de bourse, et il faut aussi être il faut toujours être très prudent sur Internet parce que il y a des liens qui viennent des arnaqueurs. Il y a des liens qui viennent de ce qu'on appelle en anglais scammers. Et souvent, ces gens-là vont vous demander de l'argent parce que normalement, aucune bourse ne demande de l'argent de la part du candidat. Le seul moment Yes, it's not French today. Je veux, que la vidéo puisse aider nos frères et ceux qui ne parlent que français, non seulement les Camerounais, je pense aux Gabonais, les amis que j'ai partout au Gabon, Mali, Tchad, Bénin, Sénégal, etc., etc. Ne t'inquiète pas, on va refaire une vidéo un autre jour en anglais. Bon, je continue. Mais cela ne tient au cours au cours de la vidéo. Si quelqu'un a une question à poser en anglais, il ou elle peut toujours poser sa question. Cela dit, on continue. Comme je disais, alors, quand on voit, il faut faire attention que généralement, aucune bourse ne demande au candidat de payer une somme, quoi que ce soit. Non, on ne paye pas pour la bourse, sauf, je donne les cas où on peut payer. C'est-à-dire quoi? Dans les pays comme les États-Unis ou le Canada, ou parfois le Portugal par exemple, il y a ce qu'on appelle des admission fees, c'est-à-dire lorsqu'on candidate, même si ce n'est pas pour la bourse, même si c'est juste pour être retenu dans une université en particulier, le moment qu'on dépose sa candidature, son dossier, il y a un frais, les frais de dossier. Si c'est la politique interne de l'université en question, et c'est souvent le cas dans presque toutes les universités américaines et canadiennes où on paye le dossier. Souvent, les frais de dossier varient entre 100 $ et 150, 160, dépendant, parce qu'il y a les frais de dollars, c'est souvent un peu moins pour les ressortissants du pays en question et beaucoup plus pour les candidats internationaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans certains cas, surtout en Amérique du Nord, je parle ici des États-Unis et du Canada, il y a des cas où si on est d'un background où on est assez pauvre et qu'on ne peut pas avoir cet argent pour payer les frais du dossier, il y a des possibilités parfois de pouvoir faire une requête pour supplier si on peut annuler le frais. Et parfois on le fait, mais pas toujours. Donc, et la troisième instance où peut-être quelqu'un peut payer, c'est vrai qu'il y a des gens qui
ont maîtrisé les choses sur les bourses et qui parlent des bourses et parfois ils demandent un peu de l'argent pour pouvoir guider le candidat à déposer sa demande, mais sachez-le bien, on n'a jamais d'assurance si le dossier va passer. Et ça veut dire parce qu'il y a toujours plusieurs demandeurs, plusieurs candidats qui veulent la même bourse. C'est-à-dire donc que la concurrence, il y en a assez fort. Il y en a assez fort de concurrence. There is competition. Et pour cela, donc, on n'est même jamais sûr jusqu'à la fin. Jusqu'à la sortie des résultats définitifs, on ne peut jamais être sûr. Donc, si vous choisissez de payer quelqu'un pour vous orienter, et c'est quelque chose que moi je déconseille souvent, mais si cela arrive qu'on le fasse, il faut toujours savoir oui, que même être guidé par quelqu'un ne donne pas l'assurance que ça va aller. Et je pense même que ceux qui le font, lorsqu'ils veulent s'engager à le faire, ils disent clairement que oui, je vais simplement te donner des conseils, mais sache que je ne te donne aucune garantie que ça sera prise. En dehors de ça, comme je viens de le dire, il y a les gens qui tombent dans les pièges des arnaques chaque jour sur Internet, surtout les gens qui vont voir l'annonce d'une bourse, peut-être qui vient des arnaqueurs ou qui est vrai, mais au lieu d'aller cliquer sur le lien, parce que d'abord, lorsque vous voyez le lien, souvent et généralement, les liens sont d'abord les liens des organisations non gouvernementales, c'est-à-dire les ONG, qui se chargent de partager les informations concernant les bourses. Et lorsque vous voyez le lien qui est derrière sur Facebook, par exemple, et que vous le cliquez, le lien va vous amener d'abord sur le site internet de l'ONG, mais après avoir étudié ce qui est présenté sur le site, parce que souvent les ONG qui partagent ces informations, ils ne peuvent que faire le condensé, le résumé de ce qui existe, mais à la fin, vous allez toujours voir le lien qui vous mène maintenant sur le site officiel, c'est-à-dire peut-être le site de l'université ou le site de l'organisation qui donne la bourse pour plus d'informations. Ça veut dire que c'est quelque chose qui prend du temps. Mais donc, lorsque vous voyez le lien sur Facebook, parce que je le vois chaque jour, surtout, il y a un étudiant qui va voir le lien de l'annonce d'une bourse, il vient commenter avec son nom. Moi, je m'appelle tel, je viens de tel pays, j'ai fait une licence en tel, je m'intéresse à la bourse, voici mon numéro. Franchement, ça m'étonne ça. Ça m'étonne ça, c'est parce que, pourquoi? Parce que c'est ce maître, c'est se donner aux arnaqueurs, c'est se livrer gratuitement aux arnaqueurs. Imaginez que vous prenez votre compte téléphonique et que vous le postez sur un lien sur Internet. Et il y en a des arnaqueurs, des scammers everywhere. Ils vont voir, ils vont prendre le numéro, ils vont vous appeler parce qu'ils ont vu que vous aimez les bourses et ils vont vous donner des fausses promesses. Et ils vont vous faire payer de l'argent pour rien. Et c'est pour ça que je dis, lorsqu'on voit un lien, la chose à faire, c'est de cliquer le lien, aller d'abord sur le site de l'ONG et après l'ONG, on continue. Et si arrivé une fois sur le site de l'ONG, on trouve que le site n'est pas assez clair, le site semble être douteux, je vous conseille de quitter le site. Parce que ce n'est pas tous les sites qui sont fiables. Ça, c'est une chose à noter. Et avant, je vais passer bientôt, hein, je vais conclure bientôt cet aspect de bourse, mais en disant que surtout pour les bourses, parce que j'aime souvent parler des bourses du master et du doctorat. Et je pense qu'il est toujours très bien de commencer par avoir son plan de recherche ou son projet de recherche, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent qui veulent la bourse, surtout au niveau du doctorat. On peut au moins au niveau du master, peut-être parfois ça se fait, mais pas le niveau du doctorat. On ne peut pas vouloir faire un doctorat sans avoir développé son plan de recherche, son projet, sa proposition de recherche, ce qu'on appelle a research proposal in English. Il faut l'avoir. C'est toujours un document qui varie entre 2 pages, 5 pages et 10 pages, dépendant de l'université en question. C'est là où on donne les détails, on présente
c'est-à-dire le thème ou la chose qu'on veut faire pendant les études du doctorat. Et c'est à base de cela qu'on peut contacter de potentiels directeurs de thèse. Vous ne pouvez pas, une minute, il y a des gens il y a des gens qui sont en train de m'écrire là. Ok, sorry. Parce qu'on ne peut pas contacter un potentiel directeur de mémoire ou de doctorat et lui parler vaguement que moi j'aimerais faire de la recherche sur les maladies tropicales en zone subsaharienne. C'est vague. Il faut lui présenter un document, un projet détaillé. Mon sujet porte sur vous expliquer et vous montrer les aspects nouveaux, la nouveauté que vous allez apporter dans ce domaine scientifique du savoir, dans votre discipline. Et avec les méthodes, la méthodologie doit être bien expliquée. Et c'est avec ce petit document qu'on peut commencer maintenant à faire les recherches sur les sites des universités. Parce que surtout pour les bourses doctorales, il y en a plusieurs universités où vous entrez même dans les départements concernés ou les facultés concernées. Vous allez voir qu'il y a des bourses internes et avant de le faire, il faut toujours passer par un directeur de thèse. Et là, on voit son profil et on voit les profils qui correspondent un peu avec ce qu'on aime faire comme étude. Et dépendant aussi de la situation du cas, lorsqu'on sera prêt avec sa proposition de recherche, parce que même pour le master, je le dis, il le faut, pas, mais il y a des moments où peut-être ce n'est pas obligatoire au niveau du master, mais je vous répète, je tiens à vous rappeler, c'est obligatoire au niveau du doctorat. Sauf même pour les cas où, par exemple, il y a disons un thème qui est déjà défini, qui est prédéfini par la structure d'accueil ou le laboratoire de recherche ou le département ou le directeur et qui le propose. Mais même s'il le propose, il faut à ce moment que les candidats, en candidatant, qu'ils puissent aussi avoir un petit projet personnel pour pouvoir montrer, oui, qu'ils ont compris bien les demandes et les exigences du sujet proposé. Mais autre chose qui est complètement différente de la proposition de recherche, c'est de faire la lettre de motivation. Ça, c'est le terme générique en français, mais en anglais, il y en a plusieurs noms. Parfois, on parle de statement of purpose, statement of research purpose, ou personal statement. Et là, c'est un document qui donne sa motivation, pourquoi je m'intéresse à faire les études au niveau de master ou bien au niveau du doctorat, pourquoi je m'intéresse à le faire et pourquoi dans cette université particulière ou dans ce pays particulier, quels sont les atouts de cette université et quel est le parcours universitaire ou académique que j'ai jusqu'à présent et quel est le rapport entre ce parcours que j'ai déjà et les études que je suis en train de solliciter et même mon plan professionnel, mon plan sur ma carrière, qu'est-ce que je compte faire après mes études dans telle université. Donc c'est le moment donné, approprié de parler de soi, mais surtout en rapport, en relation avec son parcours antérieur et son parcours futur. Et c'est qu'on on est en train de vouloir faire pour voir s'il y a un lien logique. Parce que souvent, à base de ceci, même si son projet de recherche est bien fondé, bien développé, bien présenté, on risque ne pas être retenu parce qu'on a vu qu'il y a un dérapage au niveau de la motivation. Ça, c'est très, très, très important. Et autre chose, il faut les lettres de recommandation qui viennent de ces anciens professeurs, de ces anciens enseignants de l'université, ou bien si c'est le cas de la licence de ces enseignants du lycée. Et c'est pour cela qu'il faut toujours, lorsqu'on étudie, non seulement se concentrer pour étudier bien et avoir de bons résultats, mais il faut aussi être respectueux envers ses professeurs pour garder des bons souvenirs, pour que un professeur, une fois que contacté, que si vous proposez son nom pour vous recommander, que ça ne soit pas une occasion pour le professeur de donner des détails sur vous qui sont négatifs et qui sont basés, parce que aucun enseignant ne peut se permettre de dire des choses négatives sur vous s'il n'existe pas. Donc ça veut dire que pendant qu'on étudie, il faut aussi se comporter bien.
Il faut se comporter bien. Il faut être socialement, non seulement académiquement, mais socialement, il faut être respectueux envers les autres, non seulement les profs, mais même les camarades de classe, parce que il peut arriver qu'on est respectueux envers les professeurs, mais pas envers ses camarades de classe, et que souvent, on entre en conflit avec ses camarades de classe, et un professeur honnête, lorsqu'il va rédiger une lettre de recommandation, il va dire, oui, cet étudiant est très intelligent, respectueux envers les profs, mais pas envers ses collègues. Et donc soyez prudents parce qu'il peut arriver qu'au sein de votre établissement, il va créer des problèmes avec ses camarades de classe. Et là, c'est déjà un problème. Donc c'est pour ça qu'il y a cet aspect-là. Il faut, je répète, il faut faire tout pour être en bonne relation avec ses enseignants, pour être retenu d'une manière positive et d'être assez travaillant, d'être déterminant dans son parcours académique parce que tout compte, tout compte. Le parcours, la vie c'est une chaîne. C'est une chaîne et surtout en matière de l'éducation, tout ce qu'on fait derrière peut toujours nous retrouver un jour dans l'avenir. Soit peut-être pour le travail, parce que même pour le travail, même pour ceux qui ne veulent pas les bourses, vous pouvez après les études universitaires désirer faire travailler avec une certaine structure et la structure peut vouloir une lettre de recommandation venant de l'un ou deux ou trois de vos professeurs des universités et il faudra toujours que les lettres de recommandation soient positives à votre rencontre. Parce que tous ces documents, on ne demande aucun document si on ne va pas le considérer. Et ça veut dire que pendant la lecture des dossiers des candidats, chaque document qui a été exigé a sa rubrique. Il y a un pourcentage de notes pour donner à chaque élément qui constitue le dossier du candidat. Et en dehors de ça, il y a maintenant l'aspect de les relevés de notes. Les relevés de notes et d'autres documents qu'on peut vous demander. Par exemple, parfois on peut demander aussi le passeport, on peut demander la carte nationale d'identité et beaucoup plus d'autres documents tels que par exemple, comme je l'avais déjà dit, le Test of English as a Foreign Language TOEFL ou IELTS International English Language Testing System. Et il y a une chose que je vais vous dire avant de continuer. Si on a les ambitions de continuer ses études, si on aime faire les études surtout en dehors de son pays, parce qu'aujourd'hui j'ai choisi de faire l'audio en français, la vidéo en français, mais je dois vous dire ceci, il est très très important d'apprendre l'anglais. Parce qu'aujourd'hui, l'anglais est ce que le latin était il y a quelques siècles. L'anglais, c'est cette langue dont on ne peut pas se débarrasser. L'anglais, c'est la seule langue du monde que chaque autre pays, en dehors de sa langue officielle, utilise. C'est très rare. En ce qui me concerne, je ne sais même pas s'il y a par exemple d'autres pays du monde où vous pouvez voir des programmes d'études dispensés entièrement en une autre langue, comme le français par exemple. C'est très rare de trouver un pays, mais je vous le jure, dans tous les pays du monde, que ce soit les pays qui parlent allemand, qui parlent chinois, qui parlent japonais, qui parlent belge, qui parlent néerlandais, qui parlent quoi que ce soit, ou espagnol, ou portugais, vous allez toujours trouver des programmes de master ou de licence ou de doctorat qui sont donnés exclusivement en anglais. Mais en ce qui concerne les autres langues, vous pouvez parfois trouver peut-être un département de français. Quand je dis département de français, un département de français est différent de trouver un programme académique qui est donné, qui est dispensé dans la langue française. Ça, c'est des choses à noter. Ça, c'est des choses à noter très très bien. Parce que ça veut dire que quoi? Il y a plusieurs pays, surtout en Europe, où lorsque vous voulez aller pour étudier, même si comme ces pays-là ont leur langue à eux, des langues officielles, eux, ils vont exiger plutôt un test d'anglais. Pourquoi? Parce qu'ils ont des programmes soit en leur langue, soit en langue anglaise. Donc, je vous conseille
d'apprendre l'anglais. C'est très important. C'est une langue que même à Paris, souvent on a besoin de l'anglais. Et c'est cette langue-là que vous, comme dernière preuve que je vous donne, dans tous les aéroports du monde, vous allez voir l'anglais. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas parce que les pays-là aiment le faire, c'est parce que c'est le lingua franca. C'est le lingua franca d'aujourd'hui. On n'a pas de choix, c'est comme ça. C'est un fait, c'est déjà établi. Parce que c'est la langue internationale du commerce, de la diplomatie, de la politique, de la technologie, de la médecine, de la science, de tout. C'est l'anglais. C'est très important de l'apprendre. Et je vais revenir sur ceci au cours du programme d'aujourd'hui, quand je vais parler de surtout comment apprendre sur Internet. Parce que dès maintenant, peut-être il y a quelqu'un qui va suivre cette vidéo et vouloir peut-être changer son avis pour commencer à apprendre son anglais s'il ne s'exprime pas bien en anglais. Et après, peut-être la vidéo d'aujourd'hui, il va changer d'avis et je vais quand même aussi donner quelques indices, quelques conseils par rapport à comment apprendre son anglais même gratuitement sur Internet ainsi que d'autres langues. Et je remercie tous ceux qui sont en train de me suivre maintenant. Surtout, je vois un grand professeur, un professeur émérite, professeur Paul Nchojinkwi. Avec tous mes respects, prof, je vous salue et je vois aussi le docteur Divine Fou. Je vous remercie. I thank all of you so much as you are watching. It's an honor to have you watching me do this. Merci, c'est un honneur pour moi de vous avoir participé à une telle vidéo que moi je programme à l'endroit de nos jeunes frères et sœurs qui ont des ambitions de continuer leurs études, que ce soit dans le pays ou dans d'autres pays du monde. Cela dit donc, je vais me poser un peu, s'il y a des questions sur les bourses, on peut les poser parce que maintenant je vais aller sur un autre aspect qui est l'aspect de comment profiter de ces vacances. Après, je vais maintenant entamer l'aspect de l'apprentissage en ligne, online learning. Et là, je vais parler des MOOC et présenter une université exceptionnelle qui est du côté des États-Unis, the University of the People. Mais avant de continuer, voici le moment pour des questions. Y a-t-il des questions concernant les bourses, l'aspect bourse universitaire? Y a-t-il des questions? Merci beaucoup, Marilyn. Merci. Thank you, Abiali. Thank you, Sama. Thank you, everybody. I cannot be able to see everybody who is present now because the list is long and it does. So, la liste est longue et je ne peux pas voir tout le monde qui est présent maintenant, mais je vous remercie pour votre aimable attention. Je pense que je vais maintenant continuer, poursuivre la discussion d'aujourd'hui sur comment profiter de ces études, de ces vacances, je m'excuse. Parce que pourquoi j'ai fait la vidéo de la fois dernière qui était en anglais, j'avais parlé de ça, how to use one's or to benefit or to profit from one's holidays or how to make the best use of one's holiday, et comment profiter, comment mettre en bon usage ces vacances. C'est parce que il y a de cela, je pense 2 ou 3 semaines, quand les vacances commençaient dans certains de nos pays, j'ai vu des amis qui se demandaient, parce que Facebook aujourd'hui permet aux gens de se demander même de poser d'exposer le problème, leurs craintes et tout, et les gens se demandaient qu'est-ce que moi je vais faire pendant les vacances, où je serai en oisiveté, je n'aurai rien à faire. J'ai vu des choses comme ça qui m'ont donc inspiré de parler brièvement, parce que bon, je pense que ce sont des petits conseils qui peuvent peut-être aider quelqu'un. C'est vrai, il y en a certains parmi nous qui n'ont jamais de vacances. Parce que même pendant les vacances, puisqu'on fait plusieurs activités, on est toujours occupé, mais il faut aussi admettre qu'il y a des gens que lorsque c'est la vacance, franchement, ils ne font plus rien. Et peut-être ces conseils vont les aider. Et là, j'étais en train de... Oui, la première proposition, c'est qu'on peut faire du volontariat.
on peut travailler volontiers. Parce que le volontarisme, c'est quelque chose que la plupart des gens, surtout chez nous, ici en Afrique, ne savent pas que c'est important ou ne veulent pas le faire. Parce que généralement, on a cette culture de penser que à chaque petite chose, à chaque petite tâche qu'on accomplit, il faut rentrer à la maison avec une petite somme. Et ça, ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Il y a plusieurs choses que nous tous, nous en bénéficions parce que les autres ont investi de leur temps ou de leur matériel gratuitement. C'est très important de le faire parce qu'en en rendant service gratuitement, non seulement on aide l'autre, mais on s'aide aussi. On s'aide parce que chaque tâche accomplie sur Terre, c'est une occasion pour nous d'apprendre quelque chose, d'apprendre une leçon. Donc lorsqu'on fait du volontariat, c'est aider la structure dans laquelle on est en train de le faire, mais en même temps c'est de nous aider en nous, en nous profitant de l'environnement ou des services de la structure pour pouvoir aussi apprendre, pour acquérir de l'expérience. Et ici, je dois dire quelque chose de très important. Les pays comme le Nigeria ou le Ghana et d'autres pays anglo-saxons en Afrique ont ce qu'ils appellent Service, National Service. Ces programmes, ce sont quoi? Ce sont les programmes où après le lycée ou après l'université, tout le monde est obligé de rendre service pendant 1 an gratuitement à l'État. Et c'est très important parce que c'est pendant cette période qu'on acquiert, qu'on parvient à avoir, à obtenir, qu'on obtient de l'expérience. Parce qu'après, on va entrer dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, comme vous le savez très bien, à chaque moment, quand on va poster, quand on va publier une annonce de disponibilité d'emploi, on exige non seulement des qualifications académiques, mais aussi de l'expérience professionnelle. Et le volontariat permet très bien d'acquérir ou d'obtenir ces expériences-là. Donc, imaginons que pendant les vacances, il y a peut-être un petit orphelinat, il y a un petit orphelinat qui est à côté de nous, il y a un hôpital à côté de nous, il y a des vieilles mamans ou des vieux papas à côté de nous, à qui on peut penser dire, bon, je vais aller passer 2 semaines dans l'orphelinat, je vais aider à nettoyer l'orphelinat, je vais travailler avec le directeur, je vais peut-être aider pour aller avec l'équipe qui va au marché pour acheter, pour faire les achats à l'intention de l'orphelinat, ou alors je vais travailler à l'hôpital, je vais aider à nettoyer l'hôpital. Ça, c'est juste quelques exemples que je donne, mais on peut avoir plusieurs possibilités dépendant de ses intérêts personnels. Si par exemple on peut avoir peut-être des ONG internationales dans la ville où on habite et on décide d'aller avec une petite lettre qui permet de solliciter, j'aimerais passer 2 semaines ou 3 semaines ou un mois dans votre structure pour offrir mes services volontaires. Et là, peut-être que ce n'est même pas son domaine, mais cela va nous permettre peut-être d'apprendre quelque chose d'un autre domaine. Et peut-être ça peut aussi nous aider dans l'avenir de changer même la profession ou de changer les idées, on ne sait jamais. Ou alors, on peut, par exemple, pour ceux qui sont, parce que souvent ce problème de vacances, ceux qui ont des vacances qu'on peut dire un peu longues ou à la même période, chaque fois c'est les enseignants, pourquoi ne pas peut-être organiser des petits cours pour enseigner les enfants du quartier gratuitement? Ça, c'est un service et c'est très important, vous ne le savez pas, mais peut-être vous êtes en train d'enseigner le futur président ou le futur inventeur d'un appareil qui va sauver des vies humaines partout dans le monde. Ça, c'est ça, on peut donner ces services gratuitement. On peut aller aider à l'hôpital pour nettoyer ou bien pour faire ce que le directeur va dire, bon, on a besoin de quelqu'un pour faire telle ou telle chose. On peut aller dans un orphelinat, comme je viens de le dire, ou on peut organiser des cours
gratuitement. Il y a même surtout nos langues maternelles qui sont pour la majorité en voie de disparition. On peut dire, bon, comme je n'habite pas dans mon village natal, je suis en ville, mais il y a d'autres personnes ressortissant de mon village qui habitent dans la ville et qu'ils ont des enfants et ces enfants ne parlent pas très bien la langue maternelle. Pourquoi ne pas profiter de mes vacances pour organiser peut-être des petits cours de langue maternelle en ville à l'endroit de ces enfants-là? C'est très important, ces choses-là. On peut les faire. On peut le faire. Et en le faisant, on va voir que de un, on ne se sent pas oisif. De deux, on est en train d'aider quelqu'un. Quelqu'un est en train de se sentir content à cause de nous. Et nous-mêmes, on va se sentir satisfaire. Et on va aussi créer les relations. Parce que la vie, c'est les relations. C'était ça. Ça, c'était deux. Un. Une autre proposition, on peut inventer, on peut créer pendant les vacances. Parce que la créativité, comme Prince Yerima Afokom, le musicien camerounais, il te le dit, la créativité ne se vend pas au marché. Et ça veut dire quoi? Bon, parce qu'il y a les gens qui vont dire, oh, il est écrivain, on est né écrivain, on est né enseignant. Oui, on est né écrivain, on est né enseignant, on est né musicien. Mais la vérité, c'est que jamais dans la vie, on a vu quelqu'un, un enfant naître dans la maternité avec un micro en main parce qu'il sera musicien. Ou un enfant naître avec un stylo en main parce qu'il sera écrivain. Ou un enfant naître... Donc, c'est juste pour vous dire que quoi. On dit on est né tel ou on est né tel. En vérité, nous tous, nous sommes nés naturellement égaux et en grandissant, on peut être inspiré et même si on a du talent, c'est vrai que à chacun et chacune d'entre nous, Dieu a donné des talents et on va découvrir ces talents et les développer. Et personne ne manque de talent, chacun a son talent. Mais parfois, on n'a pas eu le temps de concentration pour pouvoir identifier bien ses talents. Parce qu'il y en a qui ont plusieurs talents, comme je l'ai dit dans l'un de mes livres qui s'intitule Mounting the Stairs of Challenge, bon, traduction littérale, surmonter les défis de la vie. Là, je dis bien, chacun a au moins un talent, mais il y en a certains qui sont très bénis, qui ont plus de talent et parfois ils ont un peu de problème de choix. Mais quand cela devient, chacun a du talent, mais parfois on n'a pas encore trouvé son talent parce qu'on est toujours occupé avec les problèmes de ce monde. Oh, comment je vais travailler, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire demain. Mais alors pendant les vacances, si on concentre parfois, si on décide d'aller faire une marche à pied, on décide d'aller marcher, de faire une balade dans une petite forêt à côté de nous, ou bien courir, monter sur la colline d'à côté. Et pendant ce temps qu'on est seul, on peut réfléchir. Et avant de voir, on a commencé à créer des choses. On a commencé à être créatif ou inventeur. Parce que, par exemple, et surtout parce que une chose que je dis, c'est de ne pas à chaque moment penser que la vie va avec l'argent et que pour chaque petit service, pour chaque petite tâche accomplie, il faut attendre à être payé. Ça, c'est une chose. Il faut mettre souvent l'argent du côté. La vie, il y a plusieurs choses dans la vie qui sont plus importantes que de l'argent. Deuxième de chose, il faut toujours penser en matière des solutions aux problèmes. C'est-à-dire quoi? Pendant les vacances, vous pouvez, parce qu'il y a même parfois, on habite un quartier et on n'a jamais le temps de visiter ce quartier. C'est-à-dire on habite dans un quartier et il y a peut-être les ordures qui sont abandonnées d'une manière anarchique dans le quartier, mais on n'a jamais eu le temps de le constater parce qu'on est très occupé. Pendant les vacances, on peut décider que bon, je veux connaître très bien mon pays ou bien très bien mon quartier. Et en sillonnant ce quartier, on va constater des choses, peut-être les problèmes de manque d'eau ou les problèmes de déchets qui ne sont pas bien disposés. Et là, on peut inventer des solutions, on peut créer un petit groupe ou une petite association pour aider la communauté à disposer de ces ordures ou bien même d'aller, de faire les porte-à-porte pour parler des problèmes environnementaux, comment les prévenir. Et en faisant cela, c'est parti du constat d'un problème. Le problème que peut-être il y a les ordures qui ont bouché les caniveaux et il y a eu inondation. Et donc, à ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer un petit groupe, une petite association qui pourra même devenir un jour une ONG qui nous permet maintenant de tacler les problèmes de l'environnement dans
notre quartier, dans notre ville, dans notre village, et c'est une chose qu'on ne pouvait pas inventer ou penser à cela si on était toujours occupé. Donc c'est pour ça que je dis, pendant ces vacances, on peut créer cette atmosphère qui permet de réfléchir, de méditer, de penser bien. Et en pensant, soit on peut créer des choses, ou bien on peut même avoir une idée maintenant de son entreprise. Surtout dans plusieurs quartiers où il y a ces problèmes de déchets, on trouve souvent les déchets plastiques. Et quelqu'un peut avoir peut-être une idée même de créer, d'inventer une société de recyclage des plastiques. Et là maintenant, je suis en train de mener vers l'apprentissage en ligne. Il y a même des cours maintenant que la personne pourra faire sur Internet pour voir comment je peux monter mon business à moi. Je peux monter une entreprise. Comment monter une entreprise de recyclage. Comment monter une ONG qui lutte contre la dégradation environnementale. Ces choses-là, on peut avoir le temps de les bien méditer pendant les vacances. Parce que je me souviens très bien, quand j'étais au secondaire, j'avais un prêtre dans mon village et un jour il nous a raconté une histoire. C'était parce que on partait lire pour préparer les examens de fin de parcours au sein de son établissement, de son église. Et souvent, il arrivait qu'on fasse un peu de bruit. Et un jour, il était en train de nous conseiller et il a raconté l'histoire. Il dit que quoi, pendant qu'il faisait leur formation à l'époque, au séminaire, il y avait ce qu'ils appelaient l'heure de silence ou une heure de silence. C'est-à-dire, pendant qu'ils étaient au séminaire, ils avaient toujours une heure chaque jour pendant laquelle personne ne parlait à l'autre. Personne. On, on était là, actifs, chacun faisait ses travaux, donc on se baladait ou on marchait. C'était pas comme si on était immobile. On pouvait être bien mobile, mais on ne parlait pas à ce qu'on croise sur son chemin. Pourquoi? Parce que pendant cette heure, cette une heure là, ils étaient capables de bien réfléchir, de méditer, de penser à eux-mêmes, de penser à leur relation avec Dieu, à leur relation avec ceux qui sont avec eux au séminaire, à la relation avec même la famille, avec le monde, bref, le monde en général. Et je pense que les vacances peuvent être pour certains d'entre nous une opportunité d'avoir un peu du temps, non seulement pour se détendre, mais surtout, comme je le dis, de pouvoir même aller faire des petites balades ou peut-être des petites visites touristiques, mais qui nous permettront aussi d'être comme si on était en retraite. Et là, on y aura assez de silence, moins de distractions. Et là, on pourra penser bien et inventer des idées ou faire naître des idées ou créer des entreprises dans sa tête. Parce que chaque chose que nous voyons sur la Terre aujourd'hui, toute invention, que ce soit l'ordinateur, que ce soit le téléphone, que ce soit les appareils médicaux, quoi que ce soit, ces choses-là sont nées dans les cerveaux, dans les têtes de leurs inventeurs. Ils les ont d'abord conçus en tête avant qu'ils ne soient réalisés. Donc, la vacance ou les vacances peuvent être pour vous comme pour moi cette opportunité-là de penser à ces choses-là. Merci bien. Et bon, la troisième des choses, c'était réfléchir. Je pense que j'ai déjà abordé l'aspect de réflexion parce que réflexion, invention, création, ils vont ensemble. Je pense la dernière proposition par rapport à comment profiter de ces vacances, c'est là où je vais parler de l'apprentissage en ligne, online learning. Donc, mais avant de l'entamer, y a-t-il des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Ce sont des avis personnels hein, qui peuvent aider aussi comme ils ne peuvent pas aider, mais ça ne coûte rien d'essayer de les appliquer. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de questions, je vais donc passer à l'apprentissage en ligne. Aujourd'hui, nous vivons dans une révolution électronique, j'allais dire. Nous vivons dans la génération que certains d'entre nous ont appelée la génération Android. Nous sommes dans la période ou le siècle de l'Internet.
et c'est aussi le siècle de la démocratisation du savoir. C'est le siècle où l'accès au savoir devient de plus en plus gratuit, facile. Je le répète, l'accès au savoir devient de plus en plus aujourd'hui facile et gratuit grâce à l'Internet. Et c'est ça que j'appelle démocratisation du savoir ou de l'apprentissage surtout. Et parce que il y a plusieurs modes ou méthodes de pouvoir apprendre sur Internet. Pour commencer, il y a des recherches Google que nous tous nous faisons ou bien que nous tous nous pouvons le faire. C'est-à-dire lorsqu'on doute de quelque chose, on peut aujourd'hui la première option ou le premier lieu à pouvoir consulter, c'est Google qui va nous offrir des milliers de possibilités, des sites internet, certains étant fiables, les autres n'étant pas très fiables. Mais il y a aussi surtout ce mode d'apprentissage d'aujourd'hui qu'on appelle les MOOCs. MOOC, c'est un acronyme anglais, c'est M-O-O-C. Et MOOC veut dire en anglais Massive Online Open Course. Et ce sont des cours en ligne à accès, c'est-à-dire des cours massifs en ligne et à accès gratuit. Et c'est des cours qui sont proposés par des institutions académiques, soit des universités ou des écoles de formation professionnelle, et qui sont dispensés sur Internet à travers des plateformes. Donc là, il faut aussi savoir, pouvoir distinguer entre les créateurs des cours ou les inventeurs des cours et là où ces cours sont dispensés. Parce que les MOOCs, on a ce qu'on appelle les plateformes de MOOC, et il y en a plusieurs plateformes, et donc chaque plateforme a par exemple des universités partenaires qui travaillent avec eux, qui développent les cours, et ces cours sont dispensés par les professeurs de ces universités. Et il y a deux choses à noter. Les cours MOOC sont gratuits, oui, mais on peut aussi à un certain moment vouloir payer pour obtenir un certificat. Mais pour moi, il faut que je signale une chose. Pour moi personnellement, et je pense que c'est ce qui est important, la chose la plus importante sur Terre, ce n'est pas les certificats, ce n'est pas les diplômes papier, mais c'est les acquis, c'est ce qu'on a appris lors d'un programme et ce qu'on peut en faire. Et ceci me permet de dire, parce que il y a peut-être 2 ans, je l'avais dit, et j'ai toujours le dire, sur une chaîne de télévision nationale, et là je disais parce que souvent on a des problèmes, des faux diplômes. C'est un problème général dans le monde, mais dans certains de nos pays, le problème est assez grave, où les gens s'achètent des diplômes. Et j'avais dit, on achète des diplômes parce qu'on a une mauvaise culture. On a une culture qui donne la priorité aux diplômes qu'aux compétences. Si on vit dans des pays où lorsqu'on a une annonce d'un job, d'un emploi qui est disponible, et lorsque quelqu'un arrive pour une interview, pour une interview, et la première des questions qu'on commence à poser, la question c'est quelles sont vos qualifications. Là, les gens vont voir que ce qui est important, ce sont des qualifications. Au lieu de demander, de développer des questions d'interview qui permettent de voir ce que la personne peut faire. Parce que dans les pays qui sont bien développés, souvent, la question de qualification vient en dernière. Ce qui est porté toujours plus haut, c'est les compétences. C'est ce que la personne peut faire. Parce qu'on peut même étudier et vers la fin de ses études, il y a un problème et peut-être on n'a pas le diplôme, c'est-à-dire le diplôme papier, mais alors qu'on n'est pas rentré de ce programme vide, on est rentré de ce programme avec plein de compétences. Et c'est avec ces compétences, avec ces connaissances qu'on peut faire quelque chose, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est intelligent lorsque ça se limite juste au dire. On ne peut pas dire, oh, j'ai un doctorat, j'ai un master, j'ai une licence, et puis quoi? J'ai un certificat obtenu à travers un MOOC, et puis quoi? C'est la question que les gens vont poser. Parce que normalement, lorsqu'on a un document, le document doit se refléter à travers nos compétences, ce qu'on peut faire pour la société. Donc, et si nous nous mettons dans cette logique-là, la logique où ce qui est important, c'est les compétences qu'on obtient, on va voir donc, comme c'est pour revenir à notre mouton, qui est les MOOCs, vous allez donc constater que pour les MOOCs,
il y a deux choses. Vous inscrivez au cours, parce que le cours est gratuit en ligne, est ouvert à tout le monde, et souvent on peut avoir des milliers de participants à un cours, et le cours peut être peut-être de 3 semaines, 4 semaines, un mois, dépendant. Après, vous allez suivre le cours, vous allez faire les devoirs, vous allez interagir avec d'autres participants, apporter des commentaires sur le cours, et à la fin, vous avez appris. Et vous pouvez vous dire, bon, ça suffit, tout ce que je vais faire, c'est pouvoir créer l'environnement qui me permettrait d'appliquer ce que j'ai appris. Mais pour ceux qui voudraient peut-être avoir le diplôme papier, ils peuvent maintenant payer, ils peuvent payer et l'université ou l'institution qui a développé le cours peut maintenant signer un diplôme en partenariat avec la plateforme qui sera délivrée à la personne soit par voie électronique, soit par voie postale. C'est ça que je voulais dire. C'est grosso modo, c'est un peu bref, c'est comme ça que fonctionnent les MOOCs. Et il y en a plusieurs plateformes de MOOCs que je ne peux pas citer tout et je ne maîtrise même pas tout. Et même dans ce que je connais, j'ai pris juste quelques noms. Là, par exemple, il y a les plateformes telles que FutureLearn, il y a les plateformes telles que Coursera, il y a des plateformes telles que edX. Et bon, prenons le cas de Coursera. Coursera a pour partenaire des universités de grand renom comme Stanford University, Université de Stanford, Université de Duke ou Université de Michigan. Ça, ce sont des universités qui sont aux États-Unis. Et lorsque vous entrez dans le site web de Coursera, par exemple, qui est www.coursera.org, vous allez voir plusieurs cours, les cours en musique, les cours en création littéraire, les cours en design, les cours en anglais. Vous allez tous voir. Il y a même, les cours sont aussi classés selon les disciplines de scientifiques, les cours en sciences humaines et sociales, les cours en informatique, les cours en création d'entreprises, en économie, les cours. Vous allez trouver des cours dans tous les domaines. Dans tous les domaines, comme je le dis là. Et maintenant, il y a FutureLearn. Et FutureLearn, vous allez voir sur le site qui est www.future, FUTURELEARN.com. Vous allez voir, ils ont comme partenaire l'université de Bristol au Royaume-Uni, l'université métropolitaine de Manchester, toujours au Royaume-Uni, l'université de Sydney qui est en Australie, université comme l'université de Stellenbosch qui est en Afrique du Sud, ce sont des partenaires, etc. Et vous allez aussi voir plusieurs cours. Et quand vous prenez IDX, IDX c'est E-D-X, ils ont pour partenaire les universités telles que Harvard, et c'est souvent, selon des classifications, souvent presque toujours la meilleure université sur Terre. Et des universités telles que Massachusetts Institute of Technology, l'Institut de technologie de Massachusetts et l'Université de Californie Berkeley, ça ce sont des partenaires. Et c'est pour vous dire que quoi? Ça veut dire que quand je cite les universités qui sont partenaires avec ces plateformes, c'est pour vous montrer comment c'est sérieux le contenu des cours qu'ils peuvent proposer. Et sans me parler peut-être même de la crédibilité des documents si vous voulez à la fin de votre cours avoir un document signé. Ça, c'est ça pour les MOOCs. Mais comme aujourd'hui, la vidéo est destinée pour l'audience, pour le public francophone, j'ai voulu, je m'excuse, chercher aussi surtout ce qui sera très utile pour les gens qui parlent français parce que dans ce que je viens de citer là comme EDX, FutureLearn, Udemy et d'autres, souvent la langue principale c'est l'anglais, mais c'est vrai qu'on peut trouver des cours là qui sont en français et d'autres langues, mais surtout ce sont des cours même linguistiques. Mais je pense que pour ceux qui ne parlent que français, vous pouvez par exemple aller sur MOOC, vous pouvez chercher sur Google d'abord, c'est que MOOC francophone. Sinon, si ce n'est pas MOOC francophone, vous partez même, je vais passer après, je vais vous balancer les liens en commentaire au-dessous. MOOC, M-O-O-C, trait d'union, francophone.com. Et là, vous allez voir maintenant les cours et les plateformes de MOOC
qui dispensent des cours en français et surtout même les plateformes qui ont des cours en collaboration avec les universités françaises, surtout de la France. Et là, vous allez voir, comme je viens de dire, les disciplines, je n'en parle plus, mais vous allez voir qu'il y a possibilité de chercher les cours dans MOOC francophone en termes de type de cours ou en termes de discipline de cours ou en termes de plateforme de dispensation de cours ou bien en termes d'organisateurs. Et là, vous allez voir qu'il y a pour partenaires au sein de ce site internet, vous allez voir qu'il y a des cours qui sont développés et proposés par l'agence universitaire de la francophonie, ou les cours proposés par Agro Campus Ouest, les cours proposés par Agro Paris Tech, les cours proposés par l'école normale supérieure et ENS de Lyon, l'école normale supérieure Paris-Saclay, etc., etc. Et là, vous allez sur le côté des plateformes, vous allez trouver plusieurs plateformes, y compris par exemple Coursera, EDX et Future Learn que je viens de citer, mais beaucoup plus comme 360 Learning, Canvas, Eco-Learning, MOOCsite, Model, MOOC pour l'emploi, The MOOC Agency, Créacours, etc., etc. Et là, ça veut dire que quoi? Vous pouvez peut-être, vous êtes passionné des arts, vous êtes peintre, vous pouvez trouver des cours de peinture. C'est possible. Et vous pouvez les faire. Vous pouvez peut-être, parce que vous avez toujours voulu écrire un livre, mais vous dites chaque fois que, bon, je ne suis pas bon écrivain, je ne peux pas écrire. Et vous pouvez voir qu'il y a des cours de création littéraire que vous pouvez prendre sur le site. Sur ce site, vous pouvez choisir les cours de création littéraire qui vous permettront après de faire sortir le roman que tout le monde attend là. Parce que peut-être on a une histoire à l'intérieur de nous et on se dit que non, on ne peut pas le faire. Mais alors qu'il y a même des cours gratuits. Parce que lors des cours de création littéraire, vous aurez l'opportunité de faire même, d'écrire, de rédiger votre histoire, qui va recevoir les commentaires de soit le prof du coup et aussi les collègues, les autres participants qui sont dans le même cours qu'avec vous. C'est des opportunités à ne pas manquer. Donc, comme je disais, et c'est à travers ces MOOC-là, vous pouvez maintenant aussi apprendre les langues. Vous pouvez apprendre l'anglais. Si vous vous souvenez, j'ai dit au début de la séance que l'anglais est le passe-partout. C'est le lingua franca, c'est la seule langue que dans tout autre pays du monde, malgré les langues officielles, c'est la deuxième langue qui est utilisée. Et donc, et c'est très facile, comme vous le voyez maintenant, d'apprendre cette langue et d'autres langues de notre choix ou de nos choix sur les plateformes de MOOC gratuitement. Sans même parler d'autres plateformes pour apprendre les langues que je vais citer quelques-unes. Par exemple, si vous vous intéressez à une langue d'un certain pays, ce n'est plus toujours le cas de pouvoir se déplacer pour aller dans ce pays-là. En ligne, vous pouvez trouver des cours gratuits sur Duolingo, vous pouvez trouver des cours gratuits sur Babbel, Monly, Memorize, Meet2Talk et Udemy, etc. Il y en a. Voici des plateformes qui sont destinées exclusivement souvent pour l'apprentissage des langues. Et ce qui est bon, c'est que lorsque vous entrez dans le site, vous allez choisir dans le site la langue que vous voulez apprendre et la langue que vous maîtrisez déjà. C'est-à-dire apprendre l'anglais en français, par exemple, ou apprendre l'anglais en espagnol, ou apprendre l'anglais en portugais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je parle déjà le portugais et je veux apprendre l'anglais. Donc, des petites traductions qui seront faites durant mon apprentissage vont aller du portugais en anglais ou de l'anglais en portugais. Donc, et cela dit, pour continuer avec comment pour le public francophone trouver d'autres plateformes ou concernant les MOOC en français, vous pouvez aussi aller sur MOOCs gratuits, catalogue de cours en ligne ouvert et massif. Et ça, c'est le titre d'un article, mais cet article se trouve dans le site officiel en France qui oriente sur les MOOC et c'est www.sup, numérique
c'est-à-dire gouv.fr. Et là, vous allez voir toute une longue catalogue de plateformes et des cours MOOC, surtout qui sont en français. Et c'est la même chose que vous pouvez faire en consultant MyMOOC. MyMOOC en www.mooc.com/fr. Et là, vous allez trouver plusieurs plateformes et institutions qui donnent des cours MOOCs. Et comme thème clé que vous pouvez entrer sur Google même, qui permettra d'arriver sur ces résultats que je viens de partager avec vous, vous pouvez simplement entrer sur Google plateforme MOOCs en français. Et cela va vous permettre de voir tant d'autres résultats, beaucoup plus de résultats que ce que je viens de partager avec vous. Et vous allez trouver aussi sur ma page Facebook et surtout la page qui s'intitule Après le lycée, After High School, que je partage souvent les liens de bourse que je trouve là. Et je tiens toujours à dire que bon, c'est les liens que je partage et ces liens, cela ne veut pas dire que tout est toujours à 100% sûr. Si en poursuivant, on se trouve à un certain moment et on n'est pas très sûr, il est toujours mieux d'arrêter et de demander des petits conseils. S'il arrive que, parce que je partage, moi aussi je prends ailleurs, chez d'autres pages, mais je mets juste à disposition de ceux qui peuvent en bénéficier, mais je ne peux pas, parce que c'est pas moi qui va à la recherche des informations pour construire tout ce qui est présenté comme contenu. Là, il faut toujours que je vous dise, mais j'essaie toujours de faire mon mieux, de chercher là où je pense que c'est beaucoup plus fiable. Et cela dit donc, s'il y a des questions à poser par rapport aux MOOCs, on les pose parce que là, je suis en train de me diriger vers the University of the People et ça sera la dernière chose de la séance. Comme je disais sur mon site là, sur ma page After High School, après le lycée, vous pouvez voir comme il y a plusieurs bourses même aujourd'hui là que j'ai partagé et d'autres pour les autres jours. Il y a même une bourse en études littéraires de l'Université de Laval que je venais de partager au niveau du doctorat et cela peut intéresser quelqu'un, il va aller chercher les détails et voir. Oui, et surtout, n'oubliez pas qu'il est toujours très important d'aller un peu doucement pour pouvoir bien étudier tout et être sûr. Je dis comme ça parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté inbox, je les ai balancés des sites pour, par exemple, l'Université du Peuple, University of the People, ou d'autres sites pour les bourses, et en même jour, la personne revient me dire qu'il n'est pas capable de déposer sa candidature, et ça m'effraie quand même. Comment en un seul jour, on a pris le temps, donc ça veut dire qu'on n'a même pas pris assez de temps pour étudier le site, pour s'imprégner de toutes les informations qui sont disponibles et on est déjà au niveau de vouloir déposer sa candidature. Non, non, les choses ne se font pas comme ça. On va étape par étape par étape. Il est toujours conseillé de prendre assez de temps pour d'abord étudier le site internet, pour pouvoir trouver des réponses à toutes questions possibles avant de revenir avec des questions. Parce que, par exemple, c'est donner trop du travail à la personne qui, volontiers, vous fournit des informations comme celle-ci, en revenant poser des questions qui ont des réponses sur le site internet. Par exemple, ça c'est donner trop de travail, par exemple, à quelqu'un qui essaie aussi, parmi ses propres activités, de chercher le temps pour partager avec les autres ceux qui pensent peuvent les aider. Et si quelqu'un vous donne, par exemple, le lien d'un site internet et que vous partez sur le site, au lieu de prendre le temps pour bien étudier le site, parce que c'est des choses que nous tous, nous faisons et que nous apprenons avec le temps. Et on n'est jamais maître dans ces choses-là. Et on ne peut pas les apprendre sauf en faisant. On ne peut qu'apprendre en faisant. Et si on passe sur un site internet, s'il vous plaît, il est important d'être patient, d'étudier bien le site, de chercher toute information disponible sur le site. Comme ça, si on peut revenir envers la personne avec une question, que ce soit véritablement une question sans réponse sur le site internet.
Et la personne peut à son niveau chercher des réponses, mais s'il n'a pas de réponse, il ne peut que dire la vérité, il n'a pas. Et peut-être si c'est une question qui nécessite maintenant peut-être de faire un petit mail, d'écrire à l'université en question ou bien à la structure en question, à l'institution, à l'organisation, on peut à ce moment faire. Parce que même les institutions n'aiment pas quand les candidats les contactent en posant des questions qui ont des réponses sur leur site. Parce que ça donne une mauvaise impression de la personne en question. Ça donne souvent l'impression qu'on n'a pas pris son temps et fait ce qui nous revient, sa part du travail en ce qui concerne soit l'offre d'admission, soit l'offre de poste qu'on recherche. C'est très important. Questions? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, on va entamer maintenant the University of the People. The University of the People, comme je l'ai dit, c'est une université à but non lucratif, c'est gratuit et c'est accrédité et c'est aux États-Unis. Et ils offrent des programmes de formation en Business Administration, administration des affaires, en informatique et en sciences de l'infirmerie, Nursing Sciences, Computer Science and Business Administration. Et au niveau du premier cycle, parce qu'ils n'ont que, pour le moment, ils n'ont qu'un seul programme. Avant d'y aller, je précise que c'est une université qui est accréditée. Ça veut dire que c'est une université qui est autorisée par des autorités compétentes aux États-Unis pour donner l'accréditation à des institutions supérieures. C'est bien accrédité et cette université a été créée à but non lucratif. Pourquoi? Pour donner l'accès à l'éducation au niveau supérieur à ceux qui n'ont pas soit le temps, parce que c'est une possibilité pour ceux qui travaillent en temps plein de pouvoir étudier, ou pour ceux qui n'ont pas de moyens financiers et matériels pour pouvoir se déplacer et aller dans d'autres pays pour faire des études, ou bien même dans le pays qui manque requis de base pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. Et là, comment l'université fonctionne? L'université fonctionne, bon, d'abord, il faut le signaler, la langue de l'enseignement, là, c'est exclusivement en français. Ah non, I'm sorry, en anglais. C'est en anglais. Et lorsqu'on candidate, lorsqu'on dépose son dossier, souvent, il demande de voir si on a fait ses études dans un lycée, dans un système anglophone. Si on a fait dans un système anglophone, là, on peut avoir la possibilité de ne pas donner un test d'anglais. Mais sinon, on sera obligé de présenter les résultats d'un test d'anglais comme le TOEFL, Test of English as a Foreign Language, ou le IELTS, International English Language Testing System, ou ils peuvent vous donner une place, mais sous condition de faire d'abord un cours d'anglais et après avoir validé le cours d'anglais, vous pouvez maintenant procéder pour commencer le propre programme qui vous intéresse. Et comme j'ai déjà annoncé les cours qu'il donne, les programmes académiques qu'il offre, il est important de signaler les universités partenaires avec l'University of the People, qui sont l'Université d'Edinburgh, en Écosse, au Royaume-Uni, Yale Law School, et Université de New York et Université de Californie, Berkeley. Ça, ce sont les 4 universités partenaires avec University of the People. Et c'est pour vous aussi montrer comment c'est authentique, comment c'est sérieux, University of the People. Pourquoi? Parce que juste le fait d'avoir ces partenaires, c'est déjà une bonne nouvelle pour vous et moi. Pourquoi? Parce qu'après les études dans cette université, ça veut dire qu'on a déjà la chance que ces 4 universités peuvent facilement nous admettre au sein de leur campus si on a l'intention de continuer ces études. Mais ce n'est pas seulement ces 4, c'est juste pour passer d'abord ces partenaires. Ça veut dire qu'ils croient bien à la vision de University of the People, mais même d'autres universités, ils vont toujours quand même pouvoir vous donner des possibilités parce qu'ils savent comment fonctionne l'université en question, en respectant les règles qui régissent l'enseignement supérieur aux États-Unis. Donc, c'est ça, et c'est très important de le noter. Et donc, au niveau du premier cycle, il y a
deux types de licences ou de diplômes disponibles pour tous les trois domaines qui sont informatique, administration des affaires et sciences de l'infirmerie. Ils offrent deux types de diplômes. Il y a ce qu'ils appellent aux États-Unis Associate Degree et il y a Bachelor's Degree. Bachelor's Degree, on peut le considérer comme l'équivalence directe de la licence, une licence de 3 ans. Mais the Associate Degree, à son tour, quant à lui, on peut le donner peut-être l'équivalence d'un BTS, ce qu'on appelle HND en anglais, parce que c'est un diplôme délivré après 2 ans d'études supérieures. Et au niveau du second cycle, ils ont un seul programme en offre, et c'est le MBA, de Masters of Business Administration, c'est un master en administration des affaires. C'est tout en ce qui concerne le second cycle. Et il faut que je signale que les bourses que offre l'université du peuple, the University of the People, sont souvent au niveau du Associate Degree. Ça veut dire que lorsqu'on veut candidater, je conseille fortement qu'on candidate d'abord pour le Associate Degree, et parce que après sa candidature, pendant qu'on candidate, il y a un frais de dossier à payer. Ça, c'est une chose à noter. Il y a un frais de dossier à noter, mais lorsqu'on n'est pas capable de le payer, on peut contacter l'université et demander poliment et expliquer sa situation financière et solliciter une annulation des frais d'étude du dossier. Et ça se fait. Et là, je parle et je suis très content parce qu'il y a 2 candidats, il y a 2 étudiants que j'ai recommandés. Et ils ont déjà commencé leur démarche. Et il y a une qui a été admise et elle va commencer ses études d'ici septembre en ligne à l'Université du Peuple. Et il y a un autre dans son dossier est en cours d'examen. Et comme je dis, je suis très content que ça c'est arrivé à ce niveau et que ça va aider à ces peuples-là, à ces personnes-là de pouvoir continuer de poursuivre leur rêve professionnel et académique pendant qu'ils travaillent ou ils font d'autres activités ou malgré les difficultés matérielles et financières. Donc, comme je le dis, je répète, on peut, si on n'est pas capable de payer les frais des dossiers, on peut expliquer sa situation et solliciter poliment une annulation de ces frais-là. Une fois qu'on est admis et qu'on va commencer ses études, cette université fonctionne comment? À la fin de chaque semestre ou trimestre, on fait des examens dans un programme et on doit payer des frais d'examen. Mais ces frais d'examen, il y a des bourses pour pouvoir couvrir pour ceux qui n'ont pas de moyens. C'est dans cette mesure-là que l'université est bien structurée, c'est la meilleure. Ça veut dire donc que pour ceux qui viennent étudier dans cette université, qui sont peut-être dans des pays bien développés et qui ont leurs moyens et qui sont seulement empêchés par le fait qu'ils travaillent à plein temps, ils peuvent décider de payer ces frais-là. Et en payant ces frais, peuvent aider au fonctionnement de l'institution. Mais pour ceux qui n'auront pas de moyens, ils vont simplement déposer des demandes de bourses et ces bourses, lorsqu'elles sont octroyées, ça veut dire que quoi? On annule les frais de paiement les frais des examens et le candidat va finir son programme jusqu'à la fin sans payer quoi que ce soit. Donc c'est comme ça, the University of the People. Et je pense que avec la vidéo que j'ai fait la fois dernière, il y avait les gens qui avaient des questions à poser, mais la vidéo c'était en anglais. Cette fois-ci, s'il y a des gens là, s'il y a quelqu'un qui parle anglais, il peut poser sa question en anglais concernant the University of the People et je vais répondre dans la langue de son choix, soit l'anglais, soit le français, selon comment la personne veut que je la réponde. Et en passant, oui, il y a aussi, la dernière fois, j'avais aussi parlé du programme YALI, the Young African Leaders Initiative. C'est une excellente initiative à l'endroit des jeunes leaders africains. C'est un programme initié par l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. YALI veut dire Young African Leaders Initiative. Brièvement, je le présente, le programme.
sur le site officiel qui est le www.yali.gov.state d'abord, je reprends, www.yali.state.gov. Bon, quand cela ne tient, je vais vous balancer le lien après. Et là, sur le site, vous allez voir, il y a des cours gratuits qui sont développés. Heureusement, cette fois-ci, les cours sont en anglais et en français. Et vous pouvez choisir de faire vos cours sur mode vidéo, mode audio ou bien mode de lecture de ce qui est présenté physiquement. Et bon, là, les cours sont dans les domaines tels que l'engagement civique. Excusez-moi pour le petit bruit que je fais. Il y a le soleil qui est frappant là. Ok, comme je le disais, il y a les domaines de cours, il y a plusieurs cours dans le domaine des affaires, de création d'entreprise, par exemple, les fondamentaux de comment créer son entreprise, de comment faire élargir son entreprise, tout cela est sur le site et c'est gratuit. Et lorsque vous faites ce cours, si vous voulez un diplôme, vous pouvez à la fin du cours répondre aux questions et si tout est correct, on va vous envoyer votre diplôme automatiquement dans votre boîte email. Il y a des cours dans le domaine de l'administration publique, ce qu'ils appellent public management, à l'endroit de peut-être les fonctionnaires qui ont aussi des ambitions, disons, un peu politiques au sens pur du terme. Il y a aussi les cours dans le domaine de, par exemple, le changement climatique, les cours dans le domaine des droits de la fille et de la femme, protection, promotion de la femme. Il y a les cours dans l'engagement civique, civic leadership ou le leadership civique, surtout les cours sur comment créer des ONG, comment mobiliser sa communauté pour trouver des solutions à des problèmes communs, etc., etc., etc. Et ce programme de Jali a une fellowship. Une fellowship, c'est à peu près comme une bourse. Un programme qui est surnommé Mandela Washington Fellowship. Et chaque année, il sélectionne des candidats qui sont en train d'entreprendre d'excellentes idées dans leurs différents domaines, comme je viens de citer. Et ils vont aller aux États-Unis pendant 2 mois pour faire des formations dans des universités américaines et c'est un programme qui est comme une bourse complète parce que tout est pris en charge pour ceux qui sont sélectionnés. Et quand on avait commencé le programme, on avait vu que la demande était plus forte que l'offre et heureusement, l'administration du programme a aussi créé ce qu'on appelle les centres régionaux du leadership qui sont en Afrique et qui couvrent 3 ou 4 régions. Parce qu'en fait, il y a un centre à Nairobi au Kenya pour ce qui est de l'Afrique de l'Est. Il y a un centre au Ghana, à Accra pour l'Afrique de l'Ouest anglophone. Il y a un deuxième centre pour l'Afrique de l'Ouest anglophone à Lagos au Nigeria. Il y a un centre pour l'Afrique francophone et lusophone à Dakar au Sénégal. Où moi-même j'ai eu l'honneur d'en bénéficier. C'était en 2016, où lorsque vous êtes sélectionné, c'est pratiquement la même chose, tout est pris en charge pour que vous partez dans le centre et faites une formation, soit de 1 mois ou un mois et une semaine. Bon, chaque centre a un peu ses particularités et vous allez y apprendre selon votre domaine d'intérêt, soit l'engagement civique, l'administration publique ou la création des entreprises ou la gestion des entreprises. Et oui, bon, pour ce qui est de l'Afrique australe, il y a aussi un centre régional de leadership Yali à Pretoria, en Afrique du Sud. Oui. Donc, et la bonne nouvelle, c'est que le constat que je fais depuis, c'est que la plupart des gens qui ont bénéficié de la bourse de fellowship régional, à la fin, après, candidatent encore pour le Mandela Washington et ils sont pris. C'est bien encourageant. Et ça veut dire que vous pouvez toujours partir très doucement. Vous pouvez commencer par aller sur le site, vous apprenez
les cours qui vous intéressent et surtout, il est possible d'apprendre ces cours et non seulement en profiter des compétences pour pouvoir faire des choses, mais aussi prendre l'initiative de pouvoir partager ses acquis, ses connaissances, ses compétences avec les gens à côté de nous. Et c'est ce que moi j'avais fait, c'est ce que plusieurs personnes ont fait. C'est ça qu'on appelle le Yali Lunch. Vous pouvez apprendre un cours, après vous organiser un petit séminaire dans le quartier ou bien dans votre école, où vous allez partager le contenu que vous avez appris et recommander aussi le site aux autres. Et vous pouvez créer des petits groupes ou associations qui vous permettra de relever les défis de la société, de la communauté, ou de créer une entreprise, ou de créer une ONG. Et le cours vous dirige bien sur comment élever les fonds pour pouvoir financer votre activité et aussi comment peut-être chercher même les financements pour votre entreprise ou votre organisation ou quoi que ce soit. Donc, c'était un peu ça pour le Yali. Je sais que je l'ai condensé trop. Oui, mais bon, avec les questions, je peux en revenir. Mais surtout, ce qui est important maintenant, c'est the University of the People. S'il y a des questions, on les pose. Que ce soit sur University of the People, que ce soit sur le Yali ou n'importe quel programme dont je vais parler aujourd'hui. Questions? Questions? Il n'y a pas de questions. Donc, je peux assumer que tout a été bien compris. Et je l'ai dit, c'est vrai que la vidéo d'aujourd'hui, c'était exclusivement en français, mais cela ne doit pas empêcher qu'on pose sa question en anglais ou qu'on pose sa question et qu'on demande que la réponse soit en anglais. Du début du programme jusqu'à la fin, pas de questions. Si je parlais des bourses en général, après je parlais de comment profiter de ses vacances, après je parlais de l'apprentissage en ligne, surtout les MOOCs, et après je parlais de University of the People, et tout à l'heure je viens de parler du programme Yali. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas de questions. Ou alors peut-être moi je te parle plus fort et que personne ne m'entende. S'il vous plaît, ceux qui sont en ligne, maintenant, pouvez-vous m'indiquer si la voix porte toujours? Merci d'avance de m'indiquer si la voix porte toujours. Bon, aucune réaction. Je vais essayer de faire signe et aussi de signe de remerciement à tous ceux qui ont pris le temps de pris le temps de me suivre. Je vais vous dire merci. Je vais vous dire merci et si vous trouvez que le contenu de la vidéo est utile, qu'il peut vous aider, cela veut dire que sûrement il y a une autre personne que la vidéo pourra aider et là, ne tardez pas, ne hésitez pas à partager la vidéo avec les autres parce que peut-être ça peut devenir utile pour les autres. Il y a même des fois que pour nous qui ont participé directement, on peut trouver que le contenu ne peut pas nous aider, mais peut-être qu'on pense à quelqu'un, à l'un de nos proches, qui pourra trouver utile le contenu. Sinon, je commence à vous dire merci. Merci à ma grande sœur Thérèse. Merci au grand frère Kingsley. Merci au grand frère Edwin Tangwa. Merci au frère Alette Edwards. Merci au grand frère Fagnon Emmanuel. Merci au frère Joffy. Merci à la sœur Sally. Merci au docteur Ageji.
Merci à un ami spécial, David. Merci au grand frère, Jérémie. Merci à la petite sœur, Flavienne. Merci au frère spécial, Kevin Perry. Merci au petit frère Divin Mbouel. Merci au docteur Divin Fou. Merci au frère Sama Nofo. Merci à mon ami spécial Abi Ali. Merci au professeur émérite, le professeur Paul Nkui. Merci au frère Merlin Dja. Merci au frère Mohamed Silla. Merci au grand frère et docteur Lambert Dosa. Merci au petit frère Michael Alain. Merci au grand frère Dosa Tcha. Merci. Merci à mon ami et mon frère Ferdinand le plus gentil. Merci à la sœur Ahmad Francine. Merci au frère Alan, au frère spécial Alan. Merci, merci bien. Merci à la grande sœur Marilyn. Merci au frère Mohamed Draman Traoré. Merci au frère Nesta Milito. Merci à Chanda. Merci. Merci au grand frère Fiyoufe. Merci à Destiny Levin. Merci à l'amie spéciale Caroline. Merci à la petite sœur Immaculate. Merci à la petite sœur Norris Norton. Merci au grand frère Colin Stossa. Merci au frère Edwin Dima. Merci au frère Alex William. Merci à Kajik, le docteur Kajik. Je vais à la fin de la vidéo mettre le contact, le lien du site internet de l'association que dirige le docteur Kajik, qui partage toujours les opportunités de bourse. Ça, c'est une promesse que je fais, je vais le respecter. Merci beaucoup. Merci beaucoup au grand frère Eugène Candelo. Merci au frère Tunde, merci au petit frère Boris, John, merci à l'ami Erani, merci à l'ami Vita, merci à l'ami Camélia Maurice. Merci à tout le monde et à la prochaine. Bye bye. Next time.